Je vous souhaite la bienvenue au MUSEM pour cette nouvelle soirée dans le cadre de nos rencontres autour de l'exposition Après Babel traduire, imaginée, conçue par Barbara Cassin, qui une fois encore est parmi nous ce soir. Merci Barbara. Pour ce cycle, donc, deuxième série cette semaine. La semaine dernière, nous avons exploré la question traduire la parole de Dieu en 3 séances. 3 religions, 3 séances. Et ce soir et demain soir, nous allons élargir un petit peu le débat avec cette grande question de savoir faire avec les différences et de ce que la traduction, le fait de parler différentes langues, engage dans le rapport à l'autre. Donc ce soir, pour cette première conférence sur cette thématique très, très vaste, nous accueillons 4 étudiantes de Sciences Po Aix, comme la semaine dernière, comme l'année dernière aussi d'ailleurs, grâce à Roxana Nadim, que je remercie, à Agnès Fréchel, également de Yvelines, que je remercie, et qui vont animer le débat. Donc voilà, Manon, Clara et, voilà, la dernière, Charlotte, excusez-moi Charlotte, qui vont animer le débat avec nos 2 invités du soir. Donc, ils sont Heinz Wiesmann, philosophe helléniste, et Martin Rueff, poète-traducteur, et tous 2 amis de Barbara qui nous font le plaisir de leur présence ce soir. Donc, je vais les convier à nous rejoindre pour commencer la rencontre tout de suite. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette conférence. Alors nous sommes très heureux de recevoir Heinz Wiesmann et Martin Rueff. Donc Heinz Wiesmann, je vais vous présenter assez brièvement. Vous êtes allemand, français, et vous êtes philologue et philosophe, directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez également dirigé la collection Passage aux éditions du Cerf pendant un petit peu plus de 20 ans. Et donc, comme je l'ai dit, vous êtes allemand et français, vous êtes aussi helléniste, et vous incarnez de ce fait un esprit européen qui n'a cessé de voyager entre les langues. Oui, la formule est peut-être un peu exagérée, mais ça fait joli. Et c'est donc en cela que nous vous recevons ce soir pour parler de cette entre les langues, pour rappeler votre dernier ouvrage Penser entre les langues, paru en 2012 chez Albin Michel, qui donne son titre à la conférence ce soir. Et enfin, nous vous recevons également en tant que traducteur, puisque vous avez notamment traduit avec Luc Ferry la critique de la raison pratique de Kant. Et je vais tout de suite laisser Manon présenter notre deuxième intervenant de ce soir. Donc, bonjour à tous et bonjour Martin Rueff. Donc, je vais tâcher à mon tour de vous présenter en quelques mots. Dans le micro, c'est bon. Pardon. Donc, je vais tâcher de vous présenter en quelques mots pour le public. Donc, vous aimez vous définir comme un rousseauiste résolu. Vous êtes enseignant, chercheur, traducteur et poète. Vous êtes également directeur du département des langues et littératures modernes à l'Université de Genève et où vous occupez de l'ancienne chaire de Jean Starobinski. Donc, vous avez traduit Carlo Ginzburg, Giorgio Agamben et récemment Italo Calvino. Nous vous recevons aujourd'hui en tant que traducteur pour parler de votre rapport entre les langues. Voilà, donc nous sommes très heureuses de vous recevoir ici ce soir dans le cadre de ce second cycle de conférences en rapport avec l'exposition Après Babel traduire, organisée par le MUSEM. Donc ce second cycle de conférences s'appelle Savoir-faire avec les différences. Et ce soir, nous allons aborder le thème de Penser entre les langues, donc qui fait directement référence à votre ouvrage. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions encore remercier Roxana Nadim, Agnès Fréchel et le lycée Antonin Artaud qui nous ont accompagnés pendant ce beau projet. Voilà. Donc, durant nos recherches, nous avons dégagé 3 thèmes principaux autour desquels nous aimerions discuter ce soir. Donc, d'abord, la langue et l'identité. Ensuite, la question de la traduction. Et après, la question de l'enseignement des langues. Donc pour commencer, une question sur le titre de cette conférence un peu énigmatique, Penser entre les langues. Alors, qu'est-ce que, pour vous, penser entre les langues? Est-ce que c'est penser dans aucune langue, au fond, ou penser dans plusieurs langues à la fois? Bon, comme le verbe penser l'indique, il ne s'agit pas du tout de s'installer, de bivouaquer entre les langues pour avoir un lieu confortable où on bénéficie de tout ce qui est autour.
Non, il s'agit d'un effort qui consiste essentiellement de passer d'un point fixe à un autre, tout en acceptant le risque, comme un funambule, de tomber. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'antre pourrait suggérer qui annule la différence des langues. C'est au contraire un mouvement qui valorise, et de manière tout à fait problématique ou problématisante, qui valorise l'écart qui sépare les langues. Et plus l'écart est grand, plus au fond, l'effort de pensée est nécessaire. Ce qui nous réunit aussi avec Barbara aujourd'hui, c'est évidemment cette réflexion sur ce qui, dans les différentes langues, s'oppose de manière irréductible et ce qui permet de passer de l'une à l'autre. Ce sont les deux choses, parce que si les langues étaient vraiment séparées de manière insurmontable, il n'y aurait pas de possibilité de penser d'une langue à l'autre. J'aurais pu intituler le livre comme ça, penser d'une langue à l'autre. Et retour. C'est la séparation même qui fait qu'il y a comme un défi que la pensée peut relever, et elle s'enrichit tout simplement des apports qui existent dans les traditions, et je dis toujours dans l'histoire des langues, car les langues qui nous intéressent, ce ne sont pas les idiomes artificiels qui ont leur raison d'être, c'est-à-dire les nomenclatures techniques ou juridiques, sais-je, et même des langues fonctionnelles comme l'anglais international, l'anglais des affaires. Ce n'est pas ces langues-là qui nous intéressent, ce sont les langues historiques qui ont une réelle profondeur sémantique, puisque c'est comme une sédimentation historique qui a laissé dans ces langues des espèces de trésors que chaque locuteur de la langue peut mobiliser. Et donc, au fond, ce sont des langues poétiques qui nous intéressent, et poétiques dans un sens extrêmement large, incluant l'effort de pensée, c'est-à-dire la philosophie. Et je regarde mon voisin. Merci, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Barbara, merci au MUSEM de nous accueillir, et merci à nos interlocutrices. Oui, penser entre les langues, évidemment, c'est d'un premier abord, comme l'indiquait Heinz Wiesmann, c'est un peu paradoxal, parce qu'on est, et surtout la manière dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire, si la question c'est le rapport entre identité et langue, évidemment, passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'antre, ça pose quelques questions. Alors, la question du rapport entre langue et identité, je crois qu'il faut la déployer. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une question très, très forte, dont et Heinz et Barbara sont spécialistes, c'est la question de l'identité des langues à elles-mêmes. C'est-à-dire, il y a la question de l'identité des langues. Qu'est-ce que c'est que le français, hein? Et comme le disait Heinz il y a une seconde, évidemment, c'est une identité qui n'est pas du tout pensable comme l'identité des objets qui sont devant nous, puisque c'est une identité essentiellement historique. Donc c'est une identité qui est faite de changements, de sédimentation, d'embranchement, de diversification. Mais évidemment, quand aujourd'hui on pense à la question du rapport entre identité et langue, on la pense très souvent sur deux autres niveaux, qui est le rapport de l'identité des langues à l'identité nationale, et ce n'est pas un problème qui date d'hier, et qui ne se résout avec aucun mur, on peut le dire en faisant allusion à l'actualité. Et puis le troisième niveau, c'est évidemment le rapport de l'identité des langues à l'identité subjective. Alors, ce qui est très frappant évidemment dans le livre de Heinz Wiesmann, que vous avez lu pour le rencontrer, c'est aussi qu'évidemment, dans l'histoire de chacun, on a tous et toutes et tous, un rapport très étrange à ce qu'on définit, Barbara a beaucoup travaillé là-dessus, hein, comme la langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la langue maternelle? Et on est convaincu, et cette exposition et ce débat veut ébranler cette conviction, on est convaincu que notre rapport à la langue maternelle est un rapport qui est du type de l'unité, de l'identité, de la fusion, etc. Or, en fait, c'est plusieurs fois faux, parce que les langues sont plurielles dans les idiomes mêmes, et surtout parce que nous-mêmes, tout le monde ici est traversé par plusieurs langues. Et notre rêve d'une langue maternelle, c'est un rêve qui en réalité vaut peut-être comme rêve, mais qui est démenti par toutes les histoires, par vos histoires à vous, par les histoires de chacun. Alors du coup, penser entre les langues, hein, c'est mettre en mouvement un effort qui est un effort que la philosophie
a plutôt résisté à accomplir, qui est d'arracher la pensée au rêve de l'identité entre ce que nous pensons et la langue dans laquelle nous le disons. Et donc, entre les langues, ce n'est pas simplement dans l'interlinguistique, mais c'est aussi dans l'écart qui s'appelle la langue de la pensée, dans l'écart que le philosophe essaie comment dirais-je, de franchir, et dans le jeu de cela. Je pense qu'on parlera des intraduisibles dans un instant, mais évidemment, c'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. C'est pas ce que disait avec l'image du bivouac et du funambule qui risque la chute. Ce que disait Heinz, c'est que ce ne sont pas des questions confortables. Et c'est pas parce qu'on travaille dessus avec et après Barbara depuis de nombreuses années maintenant qu'elles le sont devenues. C'est des questions qui ont des enjeux éthiques, politiques considérables, confessionnels terribles. Et donc, penser entre les langues, c'est pas du tout pour le dire de manière très brutale, c'est pas une question de prof. C'est une question d'existence et d'engagement. Si je peux ajouter quelque chose, petite proposition. Plutôt que de parler d'identité, qui suggère une homogénéité, un rapport à soi sans faille, je préfère parler d'individualité. Or, Martin vient d'ailleurs de le dire à sa manière, ce qui se joue entre plusieurs langues comme au sein de la même langue, parce que dans la même langue, il y a plusieurs langues. Et donc, le jeu entre la diversité des langues au sein de la même langue, c'est un processus de création d'individus. Et l'individu se fabrique d'une certaine manière en affrontant quelque chose qui le renvoie à lui plutôt qu'aux choses. Et donc le rêve d'une langue qui serait universelle, qui nommerait les choses de façon univoque, c'est une langue ou un rêve qui fait oublier que les langues sont parlées par des sujets. Et donc le vrai enjeu des langues, ce n'est pas tellement de trouver la meilleure façon de désigner les choses, c'est certainement nécessaire, utile pour habiter le monde, mais les langues renvoient essentiellement à ceux qui les parlent. Et en parlant les langues, on affronte cette espèce de tension qui se trouve exacerbée dès qu'on rencontre une langue étrangère. C'est-à-dire, pour le dire encore autrement, dans ma propre expérience, pour moi c'était le grec ancien quand j'ai appris ça au lycée. Apprendre une langue autre que la langue maternelle qu'on parle naturellement fait découvrir au sein de la langue maternelle quelque chose comme une diversité de langues possibles. Et c'est la véritable initiation à la poésie, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas cette distance par rapport à la langue, qu'il éructe de bébé en disant qu'il a besoin, envie de ceci et de cela, quelqu'un qui n'a pas vécu une sorte de distanciation par rapport à la facilité de dire, il n'aura aucun accès à la poésie. La poésie, c'est une forme d'individualité qui s'inscrit dans cet outil qui est la langue, qui ne sert pas simplement à s'emparer du réel, mais à se façonner soi-même. C'est ça que je voulais dire. Donc, plutôt que de parler d'identité, là j'entends toujours le piège identitaire, je préfère qu'on parle d'individualité. Je crois que ceux qui les premiers ont attiré l'attention sur la diversité des langues, je parle surtout de Humboldt, évidemment, Wilhelm von Humboldt, eh bien, leur obsession était de comprendre comment se forgent des individualités. Il est beaucoup plus simple de savoir ce qu'est une chose identique à elle-même. Mais un individu a cette particularité qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il est historique, qu'il n'est jamais achevé et qu'il varie d'une certaine manière selon une règle qui devient de plus en plus la sienne. Et donc, ce n'est pas un résultat final, c'est plutôt une façon de mettre en œuvre sa propre genèse. Cette espèce d'autoproduction individuante, à mon avis, ce sont les langues avec leur diversité interne et externe qui le rendent possible. Alors justement, pour continuer un petit peu sur cette question sur ce que la diversité des langues nous apporte, nous avons vu au cours de nos recherches plusieurs études qui nous montraient que les personnes bilingues ne pensaient pas de la même façon que les personnes qui parlent qu'une seule langue. Donc nous, on vous a mis quelques titres de journaux. Donc par exemple, penser dans une langue étrangère, c'est réfléchir 2 fois. Que parler une deuxième langue changerait notre perception du monde.
et être bilingue, aiderait le cerveau à aller à l'essentiel. Donc on voulait savoir si au sein de votre vie quotidienne... Pardon ? Ah mince. Si au sein de votre vie quotidienne, vous en avez fait l'expérience, vous, Heinz Swissman avec l'allemand, et vous, Martin Rueff, avec l'italien. Elles ne disent pas tout à fait les mêmes choses, hein, ces trois formulations. Disons la question de l'acquisition d'une autre langue comme une possibilité d'une deuxième pensée, la question de l'acquisition de la langue comme un enrichissement de la perception, et puis, disons, une version cognitive contemporaine du bilinguisme. Alors, ah oui, c'est du 12 janvier 207, donc c'est un vieux journal, en effet. Ouais. Ben, il faut dire que Combini, ils avaient commencé très tôt hein, sur ces questions. Bon, voilà. Non, je crois que, pour rebondir sur ce que disait Heinz il y a une seconde, d'abord, apprendre une langue étrangère, c'est évidemment un déploiement nouveau de relations entre les gens. Bon, ça, c'est quand même fondamental. Et ce qui me semble le plus proche, si vous voulez, la plus proche de ces trois citations, pour moi, c'est la seconde. Parce que, de fait, alors ça, c'est un lieu commun de l'ethnolinguistique, hein, de l'anthropologie depuis Humboldt, hein, c'est que, effectivement, quand on acquiert une langue, on acquiert des découpages du réel. D'accord ? Alors, pour l'italien, je vais donner un exemple complètement grotesque. J'aimerais que la caméra ne se tourne pas. Hein. C'est leur exaspération devant les Français pour lesquels toutes les pâtes sont des spaghettis. D'accord ? Donc, i fusilli, i tortiglioni, les penne, etc. Bon, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu appelles des penne et des spaghettis, ça veut dire que tu ne vois pas. D'accord ? Tu ne découpes pas le réel comme eux. Il y a tous les traités. En ethnologie américaine, ça a été très important dans la confrontation au début du siècle hein, dans l'école de Boas et de Worth. Hein, c'était des anthropologues qui travaillaient beaucoup sur le matériel des Américains d'Amérique du Nord, et notamment du Grand Nord. Hein. Lévi-Strauss, d'ailleurs, a beaucoup étudié ça aussi. Hein. La fameuse réflexion sur combien ils ont de mots pour dire la neige, combien ils ont de mots pour dire les rennes, combien ils ont de mots pour dire le vent, de la direction du vent, parce qu'il y a des langues dans lesquelles, évidemment, l'évocation du vent ne suffit pas. C'est pas qu'on qualifie le vent, c'est qu'on a un autre mot. Donc, de fait, quand on possède une autre langue, on possède des perceptions supplémentaires. Par ailleurs, je trouve que cette version optimiste doit être un petit peu nuancée. D'abord, c'est très difficile de parler une langue, tout simplement, la sienne. C'est très difficile de parler deux langues. C'est très, très difficile d'en parler trois. Et penser dans une langue étrangère, c'est réfléchir deux fois. C'est d'abord réfléchir sur le bon mot qu'on doit employer. Donc, je trouve qu'il faut... tout ça, ça prend du temps, c'est de la matérialité. Les langues, c'est des matières, hein, donc c'est des processus symboliques qui ont une épaisseur matérielle. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de très simple. Parler une langue étrangère, acquérir une langue étrangère, c'est d'abord une joie extrême dans cette difficulté. Et c'est pour ça que, évidemment, c'est une joie qui devrait être obligatoire, parce que plus on apprend une langue, plus on se régale, tout simplement. Pas parce qu'on sait différencier la neige simplement, hein, ou les spaghettis, mais parce que tout simplement, hein, on acquiert des instruments, on acquiert des histoires, on acquiert des capacités de symbolisation, des parcours différents dans l'histoire du monde. Et il y a quand même un problème dans beaucoup de nos pays européens, hein, c'est que les enfants, quand vous leur parlez, hein, les enfants qui naissent dans des milieux bilingues, très souvent, ils se régalent. Ils adorent ça. Hein, d'abord parce qu'ils sont meilleurs que leurs copains, donc, etc. C'est des supériorités. Dès qu'ils vont à l'école, c'est la catasse. Donc, c'est-à-dire que l'apprentissage des langues, et des langues anciennes, malgré tous les efforts que peut faire Barbara pour que ce ne soit plus le cas, mais l'apprentissage des langues anciennes est vécu comme une telle torture dans les milieux scolaires, hein, qu'on se dit, si les enfants ne foutent pas le feu à l'école, il faut qu'on arrête le latin ou le grec. Et pareil pour l'allemand, et pareil pour l'italien. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème dont cette conférence n'apportera évidemment pas une
une résolution immédiate, hein, c'est de rappeler que l'acquisition des langues, c'est essentiellement des sources de joie, d'expérience, on rencontre beaucoup plus de gens, on s'enrichit. Hein. Et donc, je dirais que selon une étude de Combini des années 220-230, c'est un numéro que vous n'avez pas lu encore, hein, être bilingue, c'est d'abord aider les gens à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire les autres gens. Hein. Je redis un petit peu ce que tu as dit il y a 30 secondes. Maintenant, je vais redire ce que tu viens de dire. D'une langue à l'autre. J'ajoute juste un exemple tout à fait concret qui illustre le fait que le rapport au monde, au réel tout court, change d'une langue à l'autre. Pour l'allemand et le français, c'est absolument flagrant. Parce que en allemand, le mot pour dire la réalité, Wirklichkeit, est tiré du verbe wirken qui veut dire agir. Le réel, spontanément, quand on parle allemand, est perçu comme dynamique, c'est-à-dire comme s'inscrivant dans une série de changements. Et ça a pour conséquence que le verbe être en allemand n'est pas une copule au sens latin du terme, ce n'est pas un signe égal, mais c'est un verbe plein. Hein? Ça a pour conséquence, par exemple, quand vous dites en français, l'homme est grand, la femme est grande, l'accord de l'attribut suggère que le verbe être est un signe égal. Ça, c'est la copule. En allemand, on dit l'homme est grand, la femme est grand. D'un point de vue français, ça paraît bizarre. Mais la vérité, c'est qu'il y a un verbe grand être, ou grand, à la fonction d'un adverbe. Si on ne tient pas compte de cette particularité syntaxique, on ne comprend pas comment, par exemple, lorsqu'on se réfère au réel, on accorde une préférence soit à ce qui a une dynamique, une force, et qui entraîne du changement, ou ce qui, au contraire, est statique, inscrit la réalité considérée dans des limites géométriques. La res latine, qui donne réalité, c'est évidemment une perception géométrisante du réel. C'est une inscription dans ce qui se conçoit clairement et distinctement dans un espace de représentation. Et moi, je dis toujours, si les Français sont le peuple qui se sent à l'aise dans une figure géométrique, ça a à voir, l'hexagone, ça a à voir avec le rapport au réel. Les Allemands ne pourraient jamais se sentir à l'aise dans quelque chose de géométrique, puisque la Wirklichkeit, la réalité pour eux, c'est quelque chose qui relève de l'action, avec tout ce que ça peut entraîner, d'ailleurs, de faiblesse et de force, d'abomination même. Il ne faut pas sous-estimer la puissance d'entraînement de ces évidences premières. J'ajoute juste un mot au sujet du rapport à la musique, qui est tout à fait de nature à illustrer cela, parce que la musique qui est née en Allemagne et des chorales protestantes, qui est devenue la musique classique, c'est une musique qui est uniquement portée par son propre dynamisme, c'est-à-dire elle n'est pas illustrative, elle ne décrit absolument rien qui soit extérieur à la musique. Et la perception de ça, c'est comme l'illustration du rapport au réel le plus pur. Tandis que lorsqu'on est dans un rapport plus visuel à une réalité qui se laisse appréhender dans des configurations qui sont plutôt stabilisées, comme l'hexagone pour la France, eh bien, le rapport à tout ce qui est auditif est différent. On ne privilégie pas, comme le font par exemple les Allemands, l'ouïe. Je pourrais donner plein de verbes. Il y a à peu près 180 verbes allemands qui désignent une nuance du bruit. Et il y a beaucoup d'adjectifs français qui désignent des couleurs qu'on est obligé d'emprunter au français. On dit en allemand mauve, beige, etc. Puisque toutes les couleurs qui ne sont pas pures, toutes ces choses qui demandent une attention très particulière pour saisir la singularité, ben ça, on ne l'a pas en allemand. En français, on n'a pas l'équivalent des verbes du bruit. Je dis tout ça uniquement pour qu'il y ait un exemple concret qui montre qu'on n'a pas affaire au même réel quand on parle d'une langue. Et passer d'une langue à l'autre, c'est quand même enrichir notre capacité d'appréhender de la réalité. On ne reste pas enfermé dans une certaine façon, de se rapporter aux choses et aux êtres. Puisque,
il y a aussi le rapport à autrui, dont on a parlé à l'instant, qui est déterminé par ce qu'on privilégie chez un autre. Je m'excuse, mais je vais quand même vous dire ça encore. Et comme en allemand, on a emprunté au français énormément, il y a beaucoup de mots qui, depuis le XVIIIe siècle, qui existent en allemand à côté de mots allemands. Donc on dit en allemand Realität à côté de Wirklichkeit. Et donc voilà un problème linguistique intéressant. En quoi ces deux mots se distinguent-ils? Eh bien, c'est tout à fait évident. Vous ne pouvez pas dire que quelque chose de positif soit une réalité. Il faut dire que c'est une Wirklichkeit. Bon, je prends un exemple. Les rides qui se creusent dans mon front, par exemple, c'est hélas ma réalité, parce que je ne peux rien changer. Tandis que la Wirklichkeit désigne quelque chose qui rend l'action possible, l'emprise sur le réel, l'investissement dynamique. C'est là que se joue, à mon sens, cette affaire. Et s'enrichir des points de vue possibles sur le réel, c'est déjà un pas vers autrui, puisque l'autre vit dans ce monde, et ça, c'est une pure joie. Je peux embrayer sur ce point. En fait, un des points sur lesquels on insiste tous les deux, c'est le suivant, c'est que le fait de parler, de lire, de penser dans différentes langues, c'est aussi la possibilité qui nous est donnée, pas simplement à nous évidemment, de répéter l'émerveillement devant les langues. D'accord ? Et ça, évidemment, penser entre les langues, c'est ça aussi. C'est le fait que vous avez déjà eu ça comme expérience. Vous parlez avec quelqu'un qui parle italien, allemand, anglais, on dit tiens, vous dites comme ça dans votre langue. Ah, c'est incroyable, c'est génial, non ? Par exemple, il y a des langues où le fait d'être amoureux de quelqu'un se dit tomber. En français, on tombe amoureux. En anglais, on fall in love. Si vous dites à un Italien sono caduto innamorato, ça veut dire que tu es tombé, et puis parce que tu étais amoureux, par exemple. Donc ça veut dire vraiment tomber. Donc pour les Italiens, par exemple, si on fait ce jeu-là, l'idée qui renvoie évidemment à une approche de la rencontre, comme un choc, etc., le fait que innamorarsi, devenir amoureux, soit une chute, pour eux, c'est une source d'étonnement. D'accord ? Et en fait, je crois que pour nous, les gens qui traduisent, qui pensent entre les langues, qui vivent entre les langues, etc., le fait d'être entre plusieurs langues, même pas de penser, d'être entre plusieurs langues, fait que le miracle de ce qu'on peut appeler des idiotismes, des idiosyncrasies, des particularités linguistiques, devient chaque fois intense. Chaque fois intense. Et ça a un effet, on parlera peut-être à la suite de ce que disait Heinz tout à l'heure, de poésie, ça a un effet rétroactif sur le rapport à sa propre langue qui est vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que quand on traduit beaucoup, c'est pas simplement la langue qu'on traduit, qu'on commence à aimer comme un matériau symbolique, phonétique, etc. C'est aussi sa propre langue. Je donne un dernier exemple, parce que je ne sais pas si tu sais ça de l'italien. En français, et en parler à Marseille dans un contexte maritime, c'est assez facile. Quand on flotte sur l'eau, on dit faire la planche. Bon. Et donc moi, au début, en italien, je disais faire la panca, qui veut dire faire le banc, plus ou moins. Bon, alors il me disait, ah bon, tu fais le banc dans l'eau, super, comment tu fais ? Bon. Et en fait, en italien, c'est une formule tellement extraordinaire qu'une fois qu'on l'entend une fois, on est stupéfait et on écrit un poème. En italien, ça se dit fare il morto, faire le mort. D'accord ? Et donc, du coup, si un Français écrit un poème en italien sur fare il morto, il surprend son lectorat italien, parce que les Italiens disent « Ah mais oui, c'est vrai, c'est étrange, fare il morto ». Alors faire un poème sur faire la planche, c'est moins facile, mais l'idée que le rapport à l'eau, de flottaison, etc., renvoie à un univers de surface qui flotte comme des ondes sur la mort, etc., ça, c'est quelque chose que donne le fait d'être entre les langues. Donc c'est aussi la perception de sa propre langue qu'on enrichit. Le rapport réalité de Wirklichkeit, c'est quelque chose de très intense pour un philosophe, mais aussi pour un écrivain, et évidemment, etc. Voilà, je vais faire ce petit exemple. Alors merci pour vos réponses. On va rester dans le même thème, je pense, avec deux citations de Jacques Derrida,
qui dit, alors elles vont s'afficher, voilà, « Oui, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne. Et compatriotes de tous les pays, poètes, traducteurs, révoltez-vous contre le patriotisme. » Donc on a pensé que ces deux citations collaient parfaitement avec le thème de notre conférence ce soir. Donc que pensez-vous de cette première citation, et pensez-vous aussi, comme Derrida, que vous devez vous révolter contre le patriotisme? C'est celle qui vous inspire le plus. Alors, ce texte de Jacques Derrida, qui a maintenant 20 ans, c'est un texte qui est commenté dans le dernier livre de Barbara, Éloge de la traduction, vers la fin. Et en fait, il dit quelque chose, je prends les deux citations dans l'ordre. La première, cette phrase, qui est lancée comme une affirmation, une thèse forte, elle essaie justement de décoller une évidence, qui est le rapport entre langue et individuation par l'identité. Donc l'idée que c'est ma langue. Et Derrida, qui était très très sensible à ce thème, souligne un point, c'est que la langue, ce n'est pas une propriété. D'accord ? Et donc, on ne peut pas s'approprier une langue en disant c'est ma langue. Et donc, toute langue qui est parlée par n'importe quel locuteur est une langue qui non seulement n'est pas la mienne parce qu'elle est à tous ceux qui la parlent, mais elle n'est pas la mienne parce que même elle n'est pas à tous ceux qui la parlent. C'est une langue qui ne cesse, par son histoire, ce par quoi nous avons commencé, justement, de s'altérer. L'histoire des langues, c'est l'histoire de leurs altérations, des équivoques, dit la citation de Lacan qui est dans l'exposition. Alors, la deuxième, donc, c'est une formule paradoxale, comme Derrida les aimait. Avoir, donc ça veut dire que j'en ai une, et je ne sais pas la mienne, ça veut dire que j'en ai pas. Bon. Et la deuxième formule est le paradoxe renversé, puisque c'est une parodie, un pastiche d'une phrase sur laquelle Derrida avait travaillé avant. Mes amis, il n'y a pas d'amis, la fameuse formule d'Aristote, reprise par Montaigne. Et là, il dit compatriotes, révoltez-vous contre le patriotisme. Et donc, la thèse, me semble-t-il, on peut la déployer en plusieurs points. Le premier point, c'est qu'évidemment, le poète et le traducteur, je ne sais pas si j'aimerais bien regarder pour voir s'il y a une virgule entre les. Il y a un tiret, d'accord. Donc, c'est évidemment l'idée que le poète traducteur est celui qui. Alors lui, par définition, il vit entre les langues, il pense entre les langues, c'est le sujet du livre d'Heinz. Et donc, le deuxième impératif, qui est un petit peu énoncé comme une formule de Marx, révoltez-vous contre le patriotisme. Alors, là-dessus, il y aurait, si on rentrait dans le détail de cette citation, beaucoup à dire. Parce que, pour des spécialistes du XVIIIe, la question du patriotisme est radicalement distincte de la question du nationalisme. Donc on peut être patriote sans être nationaliste. Ça a été le cas dans beaucoup de mouvements de résistance en Europe et dans le monde, puisque la patrie, c'est moins un être consanguin, qui est moins défini par le fait de l'attachement d'une communauté linguistique à une nation, etc., que l'attachement à un modèle politique. Donc on peut être compatriote. En fait, le patriotisme dont il est question ici me semble plus proche de ce que Derrida condamne souvent comme nationalisme. Mais je peux me tromper. Parce que patriotisme, être patriote, c'est s'attacher à un modèle politique. C'est ce que dit Rousseau. Les vrais patriotes, très souvent, sont contre les gens qui sont à la tête de leur nation, parce qu'ils considèrent que ceux qui sont à la tête de leur nation ne sont pas des bons patriotes. Voilà, donc c'est deux paradoxes qui font beaucoup penser, mais le titre de Derrida était déjà un énoncé paradoxal extrêmement puissant. Le monolinguisme de l'autre, là aussi, il nous faudrait plus d'une soirée pour rentrer là-dedans. Juste pour embrayer, parce que il me paraît évident que ce qui est en jeu, c'est le même qui ne doit pas rester d'une certaine manière bloqué sur sa propre identité. Parce que dans les deux phrases, je pense que c'est chez Derrida tout à fait courant, il s'agit de briser le sortilège du même. Et donc, j'ai une langue, bon, c'est évidemment le fantasme de la propriété qui joue, mais ce qui est encore plus grave, c'est de considérer que cette langue est tout simplement une chose.
Or, aucune langue n'est une chose. Toutes les langues sont des invitations à s'y profiler soi-même, à s'y individuer. Et donc, pour cela, il faut qu'une langue puisse s'écarter d'elle-même. Et donc, vous prenez la deuxième phrase, compatriotes, révoltez-vous contre le patriotisme. Vous avez de nouveau le même, le patriotisme, la patrie. Il s'agit d'enfoncer une sorte de coin dans le même, pour que le même s'ouvre, grâce à l'écart qu'on y introduit, à un autre qui n'est pas un autre radical irrécupérable. Parce que ce qui s'ouvre ainsi quand le même est dissocié, c'est évidemment le même altéré et donc susceptible de se retrouver. D'une langue à l'autre, il n'y a pas un abîme infranchissable. Et au sein de ma propre langue, pour qu'elle devienne féconde pour ma propre fabrique de moi, l'individuation, eh bien, il faut évidemment que des nuances dans cette langue m'apparaissent, parfois comme des obstacles, comme quelque chose que je dois réussir à penser ensemble, à dire ensemble, mais il faut que cet ensemble soit possible. Il ne faut pas que ce soit une altérité irrémédiable. Et ça me pousse à dire quelque chose au sujet de l'éducation dont vous parlerez, mais je profite de ça parce que je vous renvoie à un texte, c'est une allocution prononcée par Hegel en 1809 lors de la remise des prix au gymnase de Nuremberg. Et c'est on donnait des prix aux meilleurs élèves, mais il y avait le ministricule du coin, c'est une toute petite principauté, enfin une ville libre de Nuremberg, et le type était ce qu'on appellerait aujourd'hui un utilitariste. Et à l'époque, on appelait ça des philanthropes. Et donc, il pratiquait le philanthropisme, c'est-à-dire qu'il voulait que les enfants apprennent quelque chose d'utile. Et donc, une langue n'est utile que lorsqu'elle est une langue de service dans cette perspective utilitariste. Et Hegel, il s'insurge contre cette idée que les langues s'apprennent pour leur utilité, en disant que ce qui se joue dans l'apprentissage d'une langue, c'est exactement ce qu'a vécu Ulysse. C'est-à-dire, il y a une petite douleur de séparation. Vous savez, quand vous commencez à apprendre une langue, d'abord c'est un peu douloureux, un peu difficile. Il faut s'écarter de sa propre langue, tenir compte de ce que l'autre langue dit autrement. Et tout ça est un effort. Mais dit Hegel, ça, c'est la promesse d'un retour autrement enrichissant. Donc, dans le même, d'une certaine manière, la mêmeté ne peut d'une certaine manière devenir une promesse d'enrichissement que si elle est d'abord séparée d'elle-même. Mais il faut que ça reste d'une certaine manière le même. Et donc, dans leurs différences, c'est ça que je voulais dire, et Derrida le suggère, toutes les langues sont la même langue. Toutes les langues, et si on ne part pas de ce postulat, pas que toutes les langues disent la même chose, ça non, mais toutes les langues sont la même langue, c'est-à-dire ce que Walter Benjamin appelait la langue pure, c'est l'ensemble de toutes les différences qui sont possibles entre les manières de dire. Et donc ça, c'est, je trouve, absolument fondamental, qui devrait être, Hegel étant un bon témoin, devrait être utilisé pour fonder la légitimité d'un enseignement des langues à l'école non utilitaire, uniquement pour que les élèves qui apprennent cette langue s'apprennent eux-mêmes, à travers une altération qui les renvoie, c'est comme un jeu de miroir qui les renvoie à eux-mêmes. Je vais gloser la phrase de Hegel et de Derrida par un petit vers d'un poète italien contemporain qui s'appelle Francesco Napo, qui est un poète du Sud. Et c'est en fait votre deuxième citation qui m'y fait penser, la deuxième citation de Derrida. Il dit, donc je dis le vers en italien, on en a parlé précédemment. Francesco Napo écrit ce vers, la patria, donc la patrie, sarà quando saremo tutti stranieri. La vraie patrie, ce sera quand nous serons tous des étrangers. Et c'est un peu le retournement de ce paradoxe. Il part de l'autre pour aller au même, mais comme tu... Eh bien, je vous remercie pour ces réponses. Heinz Suissman, je vais m'adresser à vous en particulier, puisque dans un article du Monde co-signé avec Camille de Toledo, vous évoquez ce qui pourrait sembler être une utopie humaniste, le citoyen européen du XXIe siècle comme citoyen traducteur. Vous dites notamment qu'il faudrait, donc je cite, «
penser l'appartenance comme un effort pour traduire l'autre et se traduire pour l'autre, ou pour soi-même, se tenir, là où la vie et la culture nous mettent, entre les langues, les genres, les rites, les fidélités et les affranchissements. Donc selon vous, jusqu'à quel point la traduction peut-elle être cette utopie humaniste ? Si on continue simplement sur notre lancée, parce que ce qu'on a dit depuis le début, c'est la chance de décoller tout simplement de ce qui nous maintient dans un état d'identité inféconde. On décolle, on va vers quelque chose d'autre, on découvre, ça c'était le dernier échange, on découvre que cet autre dont il s'agit, c'est en fait le même, mais le même altéré de façon à ce qu'on puisse à la fois considérer qu'il apporte une nuance qui manquait, mais puisse être utilisé pour enrichir ce dont on parle. Alors c'est cette altération-enrichissement qui est en jeu. Eh bien, l'appartenance, normalement, on a tendance à considérer que c'est une question d'identité. C'est-à-dire, j'appartiens si je suis strictement pareil que ceux qui, avec moi, prétendent appartenir. Et il faudrait penser l'appartenance sur un autre mode, et c'est là qu'intervient le défi de l'autre, dans la mesure où cet autre est peut-être de nature à me permettre de déployer ce qui autrement resterait chez moi inutilisé ou, infécond. Moi, je pense que c'est comme un germe qui a besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir s'épanouir. Et donc, l'idée dans cette situation, c'est évidemment que la traduction est dans un sens très large, c'est-à-dire le passage d'une langue à l'autre avec des efforts de maintenir ce qui, dans la langue de départ, on a eu lorsqu'on l'a quitté pour aller dans une langue d'arrivée, pour que cette exigence, que cette altérité, c'est le même qui est en jeu, mais le même enrichissant, le même potentialisé, si on veut, eh bien, c'est la traduction et le geste par excellence, où je revendique ce que j'appelle la coïncidence de ce qui est autre avec lui-même. Bon, ça, ce n'est pas l'appartenance dans le sens d'une identité homogène, immobile, sans aucun aspect, je dirais, de développement. Enfin, une petite remarque, parce que ça me trotte dans la tête. Quand vous dites appartenance, est-ce que vous pensez appartement ? Parce que l'appartenance en français est pensée sur le modèle du ad pertinere, qui veut dire être contigu. Et ça donne ensuite en italien, c'est intéressant, c'est la séparation. Hein. Et donc l'appartenance, si on la pense étymologiquement en français, désigne le fait d'habiter les uns à côté des autres, mais dans des appartements séparés. Dans le même immeuble, je veux bien, qu'on peut appeler la nation, qu'on peut appeler le pays, mais on habite les uns à côté des autres. En allemand, le même concept se dit Zugehörigkeit, du verbe hören, qui veut dire entendre, et dit Zugehörigkeit, c'est quelque chose comme une obéissance. Et donc, l'appartenance dans ce cas consiste essentiellement à jurer d'obéir à une injonction. Vous voyez, c'est infiniment plus fusionnel et d'une certaine manière déjà en germe dangereux, parce que au lieu d'avoir les autres à côté et que seule une cloison sépare, mais cette séparation permet au fond de les supporter. Alors que si l'autre doit être le même sur le mode donc, de cette obéissance qui correspond d'ailleurs dans la tradition protestante à une confession. C'est-à-dire l'appartenance en allemand signifie confession, si vous voulez. Je confesse que j'entends l'injonction, et c'est comme si je devais devenir croyant, je deviens un membre de cette communauté. Et bien, déjà là, quand on commence à réfléchir à ce qu'on veut dire quand on dit appartenance, et qu'on passe à une autre langue, ben, chez moi c'est souvent l'allemand, évidemment, eh bien, on est arraché littéralement à cette espèce d'évidence que l'appartenance doit signifier cette chose plutôt que telle autre. Parce qu'il y a une espèce de
spectre de possibilités de penser l'être ensemble. Et c'est un peu la traduction qui est le geste par lequel cette altérité qui n'est pas irréductible peut être constamment visitée et rapportée au point de départ. Merci pour votre réponse. Juste pour revenir sur la notion en elle-même de citoyen européen, on pourrait préciser que le citoyen européen parle aussi des langues extra-européennes, à l'instar des étudiants du lycée Antonin Artaud de Marseille, qui ont comme nous réfléchi sur le thème Penser entre les langues et qui ont souhaité justement vous poser quelques questions que l'on va visionner à l'instant. Déjà, avant Babel, quand on n'avait qu'une seule langue, tout le monde se comprenait, oui, mais on avait une seule culture, je veux dire. Mais après qu'il y a eu la division des langues, maintenant, les nouvelles langues ont ramené d'autres cultures, d'autres richesses. Je vais en Marseille, mais quand je rentre chez moi, je rentre en Arménie en fait. C'est-à-dire avec mes parents, avec mes frères, etc. Je parle en arménien. Et je pense aussi dans les deux langues. Et par exemple, si mon père m'a appris à faire quelque chose, pour me le remémorer, je vais me le remémorer en arménien par exemple. Et quand il s'agit de faire des maths ou quelque chose que j'ai appris à l'école, je vais penser en français. Ça dépend du contexte. Bonjour, je m'appelle Miraji et j'aurais une question pour vous. Je parle français et 3 langues comoriennes. Est-ce que vous pensez que c'est mieux ou moins bien que vous qui parlez français, allemand et grec? Bonjour, je m'appelle Michael. Je voudrais vous poser une question. Vous pouvez parler à des personnes de plusieurs pays, mais êtes-vous capable d'en faire autant avec des personnes de niveau social différents? Donc, suite à ces questions, juste pour reprendre brièvement ce que les étudiants ont voulu dire, peut-être Heinz Wiesmann, souhaitez-vous réagir? Autrement dit, pensez-vous qu'il existe une hiérarchie entre les langues? Et si oui, est-elle légitime? Maintenant, il faut mettre le pied dans le plat. Il n'existe pas de hiérarchie entre les langues, mais les langues, à cause de leur histoire, que j'ai appelée une sédimentation de ressources sémantiques, si on veut, eh bien, les langues offrent aux locuteurs plus ou moins de possibilités de nuancer ce qu'il dit des choses en voulant dire quelque chose sur lui-même. Parce qu'on distingue toujours le dire du vouloir dire. Quand je parle de quelque chose, eh bien, j'accompagne ce geste, lorsque je suis dans la vraie communication et pas simplement dans la désignation d'un état de fait, d'une indication de ce que je veux dire en disant ce que je dis. Mon exemple favori, c'est en français quand on dit « t'es un âne ». Et donc, sur le mode purement dénotatif, c'est un animal gris avec de longues oreilles, mais on sait tous que ça veut dire que tu es idiot. Eh bien, d'une langue à l'autre, cette façon de désigner quelqu'un comme un imbécile peut changer. Et ensuite, on peut avoir dans les différentes langues toute une sédimentation de manières de dire que quelqu'un est bête. Et, alors, sans vouloir parler de hiérarchie de langue, je dirais qu'une langue qui, par son devenir historique, s'est enrichie grâce à la créativité de ceux, d'ailleurs les poètes, ceux qui écrivent dans la langue, etc., qui s'est enrichie de manière à ce qu'on peut, au présent, y puiser des ressources qui font qu'on peut dire plus que ce qui est disponible dans une langue qui est moins historique. Eh bien, ça c'est une description, ce n'est pas une hiérarchisation, parce que les langues sans histoire, parce que ça existe, des langues dont l'histoire n'est pas inscrite dans leur mode de fonctionnement. Ces langues sans histoire ont leur beauté, ont leur particularité, dont il faut aussi peut-être tenir compte quand on pense d'altérité des langues. Mais il y a une différence quand même fondamentale entre les langues dont moi je dirais qu'il faut les enseigner, parce que ce sont des langues à histoire, et donc à histoire longue, avec une grande richesse de possibilités de dire, et puis des langues qui ne sont pas nécessairement dotées de cette richesse. Mais juste pour revenir vraiment à la question de cet étudiant, là je pense que le but n'est pas, je pense qu'on a bien compris que les langues permettent d'enrichir différents points, enfin, sa façon de voir le réel et de s'enrichir tout simplement. Mais si on prend par exemple l'exemple de l'Europe, c'est quand même basé sur un
un trio de langues, le français, l'allemand et le grec, qui sont quand même mises à un niveau un peu supérieur. C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre qu'il y a une hiérarchie entre les langues, pas dans les langues en tant que telles, mais dans la façon dont on les considère, et ne serait-ce même que du point de vue de l'éducation, sur l'éducation des langues anciennes. Non, moi je prétends que les langues européennes, c'est le slave, le latin et le germanique. C'est ça, européen, ça veut dire... Alors le grec fait partie de l'une de ces 3 familles de langues. Et en fait, moi je pense qu'il faudrait enseigner dans les lycées européens au moins une langue de chacune de ces 3 familles. C'est comme ça qu'on aurait accès à l'essentiel de ce qui a été emmagasiné par les différentes langues qui relèvent de la famille slave, par exemple. On n'a pas besoin d'apprendre toutes les langues slaves, ça n'a pas de sens. Mais apprendre une langue slave nous ouvre un univers extraordinaire qui est tout à fait différent de l'univers latin. Et l'univers germanique, c'est encore différent. Moi, je raconte toujours que, comme les Anglais ont mélangé un peu de français avec les Normands et un peu de saxon, eh bien, tous les mots en anglais qui désignent une réalité sociale sont d'origine, appelons ça française, latine. Le porc, par exemple, est dans l'assiette. Mais le Schwein en allemand, ça c'est germanique, ça gambade dans le pré. Et donc, quand vous avez liberty and freedom, liberty est un mot latin et désigne une verticalité de la liberté, puisque c'est le pater familias, c'est le pape si on veut, qui accorde la liberté aux esclaves et aux enfants. Liber, c'est l'enfant. Et donc freedom, freia, c'est l'amitié. Friend, c'est le même mot. Et donc c'est horizontal. Et du coup, c'est une toute autre conception de la liberté et ça coexiste en anglais. Ce qui permet un jeu absolument étourdissant. Par exemple, dans la Constitution américaine, où il est question de freedom of speech, vous ne pourriez jamais dire liberty of speech. Et pourquoi? Et ça, c'est notre question de traducteur ou de voyageur entre les langues. Pourquoi c'est différent? Et qu'est-ce que ça apporte? Et comment ça s'enracine dans une histoire qui, dans le cas de Liberty, nous fait remonter à la Rome antique. Et dans le cas de freedom, freia, le mot grec qui veut dire libre, eleuteros, c'est le mot allemand Leute, et Leute veut dire en allemand libre. C'est là que je veux, en réponse à votre question, et je tiens beaucoup à ça, parce que ce n'est pas une discrimination des langues qui ont moins sédimenté, disons. Mais il y a objectivement des langues qui nous fournissent des ressources extraordinaires si on les creuse dans leur historicité. Et enseigner le français sans sa profondeur historique est un crime contre la jeunesse. D'accord, merci. Donc, maintenant, nous allons peut-être aborder une partie un peu plus concernant la traduction. Donc, je m'adresse à vous, Martin Rueff, qui êtes poète et traducteur. Vous écrivez dans un texte du catalogue de l'exposition Après Babel traduire, édité sous la direction de Barbara Cassin. Donc, le traducteur peut traduire ce que le poème dit dans la langue, mais pas ce qu'il fait dans la langue. Du coup, est-ce que la poésie serait-elle en elle-même un intraduisible? Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce que vous entendez par ce que serait pour vous un intraduisible ou des intraduisibles? Oui, j'aurais bien aimé répondre à la question d'avant, mais bon, c'est pas grave. Non, pour dire juste à la suite de Heinz, un élément, c'est que le rapport entre les langues et la question du jeune garçon sur le comorien renvoie à un point qu'a souligné Heinz, et je crois que c'est très important. Hein. Il y a des tas de moments dans l'histoire de l'humanité, et dans le nôtre, ça existe aussi, hein, où les langues sont en guerre, hein, où les langues sont des instruments de domination, et le rapport entre les langues, c'est aussi des rapports de force, des rapports de domination symbolique, etc. Bon, mais je ne me soustrais pas à la question que vous avez la violence de me poser. Alors, non, deux choses. La première, c'est que quand on discute en public ou en privé, il y a une espèce d'idée fondamentale qui
est partagé pratiquement par tout le monde, hein, c'est que la poésie, c'est l'intraduisible. C'est vraiment ce qu'on ne peut pas traduire. Bon. Et tous les gens qui disent ça ont lu Homère en français, Virgile en anglais, Baudelaire en russe, etc. Donc ce principe de droit, il est contredit de fait. Donc ce que Barbara m'avait demandé de faire pour ce catalogue, hein, c'était un peu de réfléchir, de creuser sur des cas particuliers ce paradoxe-là. Alors, qu'est-ce qui est intraduisible dans la poésie et qu'est-ce qu'on peut en dire de manière, je dirais, efficace, c'est-à-dire qui permettent de comprendre justement ce qu'on essaie d'expliquer depuis tout à l'heure avec Heinz, hein, c'est-à-dire la singularité, l'individuation, etc. Bon, alors, j'avais pris un exemple que je me permettais de le reprendre. Ouais. J'avais pris un exemple qui est un poème, comme ça on va entendre un peu de poésie, qui est un poème de Paul Valéry, que je vais citer, qui est un poème court, hein, rassurez-vous, qui s'appelle Les Pas. Et c'est un poème qui a été longtemps appris dans les écoles, hein, parce qu'il est, disons... Voilà ce poème. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placés vers le lit de ma vigilance, procèdent, muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine viennent à moi sur ses pieds nus. Si, de tes lèvres avancées, tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Donc c'est un poème, hein, qui est 4-4-1, et c'est la scène, disons, d'un homme allongé qui est dans le silence, hein, qui est attentif, et qui sent arriver, hein, une figure, qui entend arriver une figure, et donc il entend ses pas. Et on devine dans le poème que ce sont des pas sans doute de pieds nus, puisqu'il avance lentement. Bon. Alors après, la question de savoir si c'est la poésie comme inspiration qui arrive, ou si c'est une femme aimée qui arrive, bon, ça c'est une autre question, sur l'ambiguïté de laquelle joue en partie le poème. Mais évidemment, ce poème, il repose sur autre chose que, j'imagine, le public a entendu, c'est que le mot « pas » en français, c'est un mot qui, phonétiquement, est très ambigu, puisqu'il renvoie à la fois à l'avancée de la jambe ou à la trace de la jambe du pied sur le sol, et puis évidemment à la négation. Et donc le dernier vers, le dernier quatrain est très fort, hein. Douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. C'est-à-dire mon cœur était le réceptacle de vos négations, hein, vous vous refusiez à moi, et donc mon amour pour vous se nourrissait du fait que vous refusiez à moi. Bon. Alors évidemment, quand on se demande ce que c'est que l'intraduisible en poésie, on est confronté à cet exemple immédiat, évident, c'est que dans toutes les traductions des langues que je connais, hein, ou que je lis en tout cas, c'est-à-dire les 5-6 que je manie, aucun traducteur n'arrive à rendre dans la traduction cette ambiguïté. Donc le poème saute. C'est-à-dire que si dans le poème on ne met pas et pas, c'est-à-dire si on ne fait pas entendre que le mot pas en français c'est à la fois la trace et la négation, on rate le poème. Donc c'est ça que je dis. Ce que le poème dit dans la langue, évidemment, on peut le traduire, hein, parce qu'on peut très bien traduire, il y a de belles traductions en italien, en anglais, en allemand de ce poème, mais ce qu'il fait dans la langue, c'est-à-dire apporter à l'audition la concentration nécessaire au lecteur pour bien entendre, hein, que la marche de l'aimer vers l'autre ou la négation peut être dit par un même mot, alors ça, évidemment, c'est difficile à traduire. Et donc c'est ça que je voulais dire quand je dis voilà, ce qu'il fait dans la langue, c'est-à-dire ce qu'il opère, hein, dans la langue, l'opération qu'il fait. Alors, cela dit, une fois que j'ai écrit ça, j'ai tout de suite envie de le gommer et de demander le retirage du catalogue, ce qui va être facile, parce que ce que le poème dit dans la langue, mais pas ce qu'il fait dans la langue, évidemment, c'est ça que tout traducteur essaie de faire. Quand on traduit en poète, c'est exactement ça qu'on essaie de faire.
Et donc, du coup, j'ai traduit ce poème en anglais. Moi qui ne suis pas anglais. Pourquoi? Je vous dis juste. Parce que pas et pas, ça ne marche pas en anglais. Mais not, non. Et nots, les nœuds, ça marche. Donc après, il faut inventer le scénario qui fait que tu peux faire surgir dans le poème la situation où, au lieu de se refuser comme elle se refuse par les pas, elle construit une espèce de lien autour de lui qui est le nous. Donc, je sais, mes profs d'anglais m'auraient dit « mais vous n'avez pas compris le poème », et ils auraient d'une certaine manière eu raison, mais en revanche, je crois que quand on traduit un poème, ce qu'on essaie de faire, quand on monte le niveau d'exigence par rapport à ce que nous, on essaie de penser dans le poème, c'est justement ça. Donc c'est faux. Et si on parle tout à l'heure d'Artaud, je regarde Barbara, parce que Artaud, qui traduit très mal ce que dit le poème dans la langue, traduit merveilleusement ce qu'il fait dans la langue. C'est-à-dire que quand on lit le poème traduit par Artaud, par exemple les poèmes de Poe, on sent le poème de manière beaucoup plus puissante que s'il s'était contenté de le traduire. Donc je vous prierai de retirer cette phrase du catalogue. Voilà. Je dois ajouter quelque chose, parce que vraiment, de l'eau à son moulin. Comme vous savez, Rilke, le poète allemand connu, qui a vécu en Suisse et qui a commencé à lire et à traduire Valéry, et qui a commencé à faire des poèmes en français, il s'est aperçu que la différence qui existe donc, déjà entre les deux vocabulaires pouvait être une source d'inspiration poétique. Et je vous donne un exemple que je trouve merveilleux. Rilke est tombé en pâmoison devant le mot français « paume ». Le mot « paume », il n'y a rien de comparable en allemand. C'est un mot très poétique, la paume. Et donc, il a fait un poème en français, inspiré de Valéry, sur la paume. Et ensuite, comme c'est un poète allemand, il s'est dit comment je ferais en allemand la même chose. C'est faire. Donc c'est une autotraduction, comme on dit. Comment faire en allemand? Il dit je suis obligé de partir d'un équivalent du mot paume qui n'est pas poétique et qui est analytique. C'est le mot en allemand, pour ceux qui comprennent, Handinneres, l'intérieur de la main. Et donc, au lieu de partir de quelque chose de très synthétique comme paume, on part de quelque chose d'analytique. Et le poème, il est obligé de le refaire intégralement pour retrouver ce que, dans la version française, il avait visé. Et il s'en explique dans sa correspondance avec la poétesse russe Svetaeva, où Svetaeva, il lui dit « mais alors c'est quoi la langue maternelle ?» Et Svetaeva répond « je ne crois pas à la langue maternelle », ce qui était une provocation, parce que tout poète est à la recherche d'une langue maternelle à faire. Et donc tu fais ta langue maternelle. Et Rilke lui répond, c'est le dernier mot avant sa mort, dernière lettre, il lui dit « je voudrais écrire », alors maintenant en allemand, « auf dir », comme « auf Deutsch ». Ça ne peut pas se dire en français, puisqu'on dit « en français ». Mais ça ne veut rien dire que de dire « je veux écrire en toi ». Et donc il y a là une espèce d'interprétation des deux manières de dire qui est la clé de la poésie tardive de Rilke. Tout ce qu'il a fait. Un autre exemple, je ne résiste pas. Dans les sonnets à Orphée, par exemple, il y a le plus beau poème commence par, en allemand, c'est « komm und geh », viens et va. Pourquoi? Parce que c'est un poème qui s'adresse à une danseuse qui est morte. Et donc, il l'appelle « komm », viens, pour t'en aller pour de bon. Et derrière, il y a le va-et-vient français. Mais le va-et-vient français, qui n'existe pas en allemand, devient poétique en allemand comme source d'inspiration de quelque chose qui fait résonner le va-et-vient, mais l'inverse. Et donc, on n'a pas besoin de connaître le français pour sentir la qualité poétique. C'est que l'allemand a littéralement absorbé quelque chose que le français, avec paume et en va-et-vient, lui fournit. Donc, ce n'est pas tellement un travail, je dirais, d'intellectuel, mais c'est bien ça. C'est une sorte de devenir soi dans la langue même. Et si on traduit, on va dans une autre langue, il faut faire l'opération de nouveau avec des données différentes. Mais on peut avoir le même but.
Je crois que vous avez eu tort de nous brancher là-dessus parce que... Ah non, mais ça, on pourrait passer la nuit. La solution de Rilke, c'est l'inverse de la solution d'Artaud. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à des défis comme ça, parce que d'une part c'est un défi, et peut-être ça paraîtra à une partie du public assez gratuit, hein, j'en sais rien, mais enfin c'est notre vie. Hein. Oui, c'est un défi, parce que tu te dis, ben, paume, comment je vais faire, hein, bon. Alors, la solution Artaud, c'est de dire, le mot paume, je ne le prends pas comme une signification, je le prends comme un son. D'accord ? Et quand il traduit Lewis Carroll, ou quand il traduit Poe, justement, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de retrouver une manière, disons, glossolalique, on peut dire, hein, de faire résonner le français de manière à ce que quand on entend le français, on a l'impression que ça pourrait résonner de la même manière en anglais. D'accord ? Et donc, c'est formidable, parce que disons que c'est une traduction par théorie de l'harmonie imitative entre les langues. C'est quand même très étrange. Alors que la traduction de Rilke, qui est magnifique, et les poèmes valaisans, c'est de très grands poèmes français, c'est pas des poèmes traduits, c'est des très grands poèmes français. J'aime bien ton expression, c'est la solution analytique, c'est-à-dire que je prends le mot paume comme pas comme un concept, mais enfin bon, comme une unité significative, et j'essaie de retrouver le type de poème et le type de narration dans le poème que je pourrais faire à partir du sens. Hein. Et cette manière de départager, si vous voulez, hein, justement une recherche de ce que le poète fait quand il essaie de traduire ce que le poème fait dans la langue, et justement, ça permet de classer aussi des entreprises de traduction. Hein, on pourrait les rechercher comme ça. On va maintenant passer à la dernière partie de notre conférence autour de l'enseignement des langues et de la réforme aussi de la langue. Donc l'année dernière, la réforme de la langue a fait beaucoup parler d'elle. Donc l'année dernière, la réforme de la langue a fait beaucoup parler d'elle. On vous a mis quelques exemples à l'écran. Et on voulait vous poser quelques questions au sujet de la réforme de la langue. Donc, est-ce que, selon vous, il fallait se battre pour conserver le « i » de oignon ? Et est-ce que l'orthographe de la langue nous ramène toujours aux racines ? Si vous voulez commencer. Oui. Je peux dire quelque chose, là ? Je peux dire quelque chose. C'est pas une question, la question de l'orthographe, qu'on puisse séparer du mode de fonctionnement d'une langue. Plus une langue développe des homonymes. Je prends l'exemple du français, qui, quand on dit vers, eh bien, il y a au moins 5 ou 6 significations possibles qui ne sont distinguées en principe que par l'orthographe, historiquement. En chinois, c'est encore beaucoup plus flagrant parce qu'un mot comme li, je crois, a 35 significations. Et donc, seuls les idéogrammes ou la connaissance de la situation dans laquelle on parle permettent de savoir. Et donc, l'orthographe française, mais ça vaut aussi pour l'anglais, ce sont des moyens de maintenir des distinctions, un peu arbitraires parce que ça vient du passé, et ça a été fixé comme ça aurait pu être fixé autrement. Mais l'essentiel, c'est que ce sont des langues qui maintiennent, donc, par le graphisme, par la manière d'écrire les mots, une différence qu'on n'entend plus. Voilà. Parce que ce sont des langues de la cour, ce sont des langues de l'intégration sociale. L'anglais et le français sont très très semblables au chinois de ce point de vue. C'est une langue de la cour aussi, où les gens parlent à bon entendeur, c'est-à-dire ne disent pas clairement ce qu'ils disent parce que ça pourrait être retenu contre eux. C'est la langue des diplomates, c'est la manière dont on peut se cacher en parlant, avec une virtuosité extraordinaire parce que les gens initiés, évidemment, ils entendent les nuances très fines, etc. Et donc, la question, à mon avis, ne peut pas être posée si on se demande quelle est la fonction de l'héritage que représente l'orthographe dans le fonctionnement de la langue. En italien, on écrit tout comme on le prononce. Hein? On n'a pas besoin de réforme. Mais il y a peut-être, c'est pas seulement les couvertures, les premières pages de Libération avec ce jeu de mots compulsif qui revient tous les jours. Et ça joue toujours sur une homophonie, sur un glissement
Moi, c'est San Antonio, c'est la petite cuisine souterraine du français, très souvent un peu louche. Hein. L'exemple, par exemple, quand Bérurier est au quel sale temps, alors vous entendez avec le temps que ça doit être un Moyen-Orient, quelque chose comme ça. Il est au quel sale temps. Et le quel sale temps est gouverné par un chèque sans provision. Comment vous voulez traduire ça en allemand ou même en italien? C'est impossible. C'est les langues qui disent clairement ce qu'elles disent. Le français ne dit pas. Et le chèque sans provision qui est assisté d'un mirobolant, un émirobolant. Et puis ça dérape, comme toujours, chez Frédéric Dard, puisque la princesse, qui est la fille du chèque sans provision, s'appelle Savage et Jouy. Alors, essayez de traduire ça en allemand, c'est absolument impossible. Et c'est là que se joue quelque chose concernant les stratégies d'éducation, c'est-à-dire quels sont les meilleurs moyens. Et ben, pour être initié à la richesse historique du français, langue ambiguë à l'extrême et précise du fait d'une bonne connaissance de l'ambiguïté, et ben, ça nécessite le maintien de l'orthographe. On peut peut-être remanier par-ci par-là, mais c'est un héritage culturel absolument indispensable. Et voilà. Pardon? Oui, non, mais on peut toujours concéder par-ci, par-là. Et là, je parle du principe. Quelle est la valeur de l'orthographe? Eh bien, pour les langues comme le français, l'orthographe fait partie intégrante de l'histoire de la langue et ne donne accès à cette histoire que s'il est maintenu, parce que s'il est effacé, si on fait quelque chose qui est simplement phonétique, à mon avis, on perd une partie essentielle de cette sédimentation historique des significations possibles qui sont constamment, et c'est ça le trait d'esprit, implicite. L'allemand est rustique, l'italien aussi, c'est un peu rustique, puisqu'on dit le O, même la prononciation est franche, le E muet, les consonnes mouillées, enfin, tout ça fait partie de cette espèce de glissement permanent de l'implicite qui est évoqué artistement pour qu'un autre entende ce qu'on veut dire sans qu'on l'ait vraiment dit. Bon, c'est ça quand même, le français, c'est son charme infini. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, et Heinz en a dit de très importantes. Ce type de question-là, elle est un peu piégée d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, bon, une question comme ça implique une conception de la langue, ça implique une conception du politique, quand même, et ça implique une conception de l'enseignement. Alors, la conception de la langue, vous ne serez pas du tout surpris que Heinz et moi, on se trouve d'accord. Une langue, c'est un processus historique qui porte des traces. Pour moi, si vous voulez, ça, c'est exactement comme la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que ça rend tous les visages homogènes et laids. Donc, bon. Ensuite, la conception, à mon avis, de la langue qui est étrange dans cette affaire-là, c'est que la langue elle-même se réforme. D'accord? C'est-à-dire, je prends l'exemple 3, porte-monnaie. En français, comme vous le savez, hein, les mots composés ont connu des destins complexes. Hein. Certains ont fait ce qu'on appelle justement la crase, hein, les termes se sont rapprochés, et du coup, on ne les entend plus comme des mots composés. Hein. Beaucoup de mots composés par dérivation, etc. Et puis il y en a d'autres qui portent la trace. Donc on pourrait se dire, bon, voyons ce qui se passe. Sur l'accent de céleri, j'aimerais bien savoir qui a écrit une lettre à la commission en disant c'est vraiment scandaleux que l'accent de céleri soit... C'est vrai, moi je trouve ça, je ne comprends pas que tu ne te sois pas insurgé, hein, c'est quand même un truc dégueulasse, hein. Un aigu là, bon. Alors, plaisanterie mise à part. Deuxièmement, ça implique une conception du politique très étrange, je trouve. Et là, comme on est en France, je pense qu'il faut quand même entendre ça. Qui sont les pays au monde qui payent des gens pour réformer leur langue? C'est pas une question légère, ça. Parce que ça veut dire quand même que l'État français se sent responsable d'une matière dont, alors là, pour le coup, la phrase de Derrida vaut, hein, ne lui appartient pas,
d'accord ? Et le législateur, alors dans une conception qui est vraiment très, très compliquée, considère qu'il est là pour légiférer aussi sur les langues. D'accord ? Donc ça, je trouve que, il faut quand même se rendre compte qu'il y a beaucoup de pays du monde où on se moque de nous pour ça. Hein. Oui, c'est-à-dire on dit, attendez, la langue, elle évolue par elle-même, c'est un processus historique qui se déploie, qui s'enrichit, et donc pourquoi est-ce que Bercy a aussi, puisque apparemment on parle beaucoup des notes de Bercy en ce moment, a aussi un dossier budgétaire sur la réforme de la langue. Alors, évidemment, derrière cette blague, il y a une réalité, hein, c'est qu'on considère que la langue française est un matériel ou un matériau trop complexe pour certaines couches de la population, hein, qui n'arrivent pas à l'assimiler. Et donc on considère, et là je pense qu'il faut nommer le problème politique comme tel, hein, que la langue française, comme système symbolique, orthographique, matériel, etc., est un système de discrimination. Mais là, c'est même pas que je suis scandalisé, je suis horrifié. Comme si la discrimination en France, elle passait par la langue et pas par les conditions économiques et sociales des gens. Donc là, je trouve que... réglons tous les problèmes de discrimination, et puis après, si on a du temps, on s'opposera. Et puis, ça pose une question d'enseignement. L'enseignement de la... Là, je recolle à ce que tu as dit. L'enseignement de la richesse historique, de la matière complexe et un peu agaçante des langues, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Bien sûr que nénuphar, il n'y a pas de mot qui pourrait être confondu avec, dans un cas d'homonymie, comme vous disiez, madame, c'est très juste. Mais par exemple, alors je sais que c'est un problème qui va vous paraître mineur, la rime nénuphar-phare, elle sera moins bonne. Ou alors il faudrait mettre, ça s'écrit comment, le phare breton avec un D à la fin ? Donc il faudrait mettre un D, comme ça on inventera des nouvelles rimes. Alors ce que je veux dire par là, c'est que, oui, c'est un matériau et puis qui bouge tout seul. Il bouge tout seul. Ça, c'est un problème qu'on a depuis le Cratyle de Platon. C'est est-ce que la langue est établie par convention ou par nature ? C'est un problème intordable. Mais en tout cas, même Hobbes, qui veut un nomothète, hein, le nomothète de Hobbes n'aurait pas enlevé le i à oignon. Peut-être comme Heinz eût-il été choqué par l'accent aigu de céleri. Juste très rapidement, comme on n'a plus beaucoup de temps, pour reprendre un exemple concret, je voulais vous parler du fait que l'actuel ministre de l'Éducation proposait d'instaurer un enseignement langue et culture de l'Antiquité au détriment de l'apprentissage en soi des langues grecques et latines. Et j'aurais aimé savoir un peu ce que vous pensiez de cette réforme et si vous pensiez qu'en quelque sorte c'était une bonne manière de redynamiser la langue. C'est des foutaises, pour être franc. Parce que quand on veut enseigner langue et culture, on entend par là essentiellement des contenus de connaissances historiques, mythologiques, et puis c'est des civilisations, en fait. Et du coup, on considère que tout cela est comme un précipité chimique qui est désormais figé, disponible, inaltérable. On perd complètement de vue que les mythes qu'on apprend, en traduction résumée à la Reader's Digest, eh bien, connaissent une élaboration historique extraordinairement complexe et ne parlent réellement que si on refait le chemin. Or, ce chemin, on ne peut le refaire que si on pénètre dans la langue. On peut faire des approximations. Je ne suis pas contre des efforts pour initier, mais ce sont autant d'appâts. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, alors on veut y aller plus loin. Et donc, si on élimine, mais ex officio, par décret ministériel, on élimine l'accès à la langue au profit de ce que la langue a laissé comme chose désignée. Moi, je fais toujours la différence entre le dénotatif, les choses désignées, et le connotatif, c'est-à-dire ce qu'on veut dire en même temps qu'on désigne les choses. La métaphore, par exemple. Eh bien, si on réduit tout au dénotatif, eh bien, on a, au fond, un rapport au monde dans lequel le sujet n'existe plus, puisque ce ne sont plus que des choses. Or, ces choses-là, on peut parfaitement les stocker sur un disque dur externe, on n'a pas besoin de les apprendre. Et donc, le gouvernement, notre ministre est parfaitement consciente
que c'est inerte, ce qu'on apprend, si on ne passe pas par le mouvement des langues. Eh bien, elle crée des espaces de jeu artificiels qu'on appelle interdisciplinaires, où les mômes jouent au ballon avec les connaissances qu'ils ont glanées sur Wikipédia et ailleurs. Et en fait, l'énergie déployée se substitue, comme un jeu à vide, se substitue à la véritable appréhension du mouvement de pensée et d'élaboration qui n'est saisissable que dans la langue. Donc, je dis que c'est un crime contre la jeunesse, que de leur suggérer d'apprendre uniquement des faits dont ils peuvent très bien ne pas avoir à stocker l'intégralité dans leur cerveau. Parce que les faits, par un clic maintenant, sont accessibles. Mais le vrai problème, c'est de savoir ce que ça veut dire. Or, ça veut dire quelque chose, parce que historiquement, des sujets ont dit cela en voulant dire quelque chose. Et à cela, on n'a plus accès si on réduit les choses de cette manière. Langue et culture, c'est une supercherie, parce que c'est pour ne pas enseigner les langues. On enseigne des mots, par exemple, comme des espèces de clignotants, et on pense que ça suffit pour illustrer la façon dont ça a été pensé. Malheureusement, c'est pas... Bon, je ne veux pas être trop long, mais je vais vous dire, moi j'ai commencé, c'était le monde d'hier. J'ai commencé en 6e avec le latin, j'ai fait en 5e le grec, et en 3e l'anglais. Or, l'anglais, c'est dans les années 50. Hein. L'anglais, déjà, était enseigné à l'aide d'un manuel intitulé Peter Pym and Billy Ball. C'était deux garnements londoniens qui échangeaient des propos sans aucun intérêt. Genre Brian, where's the kitchen? Des choses comme ça. Tu connais ça? Et donc, pour un petit snob qui avait été gavé de latin un peu laborieusement, un peu de grec, déjà assez difficile, eh bien, j'ai refusé d'apprendre l'anglais. Et donc, je suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'apprendre cet anglais-là, parce que cet anglais-là, on l'apprend même sans le vouloir. C'est quelque chose qui traîne absolument partout. Et faire de cela une matière, enseigner à l'école, où on dispose d'un temps précieux pour apprendre vraiment quelque chose, encore une fois, c'est un crime. Et un crime idéologique où le pouvoir politique, là, j'abonde absolument dans ton sens, a une responsabilité absolument écrasante. Je finis. Quand je suis allé au ministère pour m'occuper de l'enseignement des langues anciennes, c'est Jacques Lang qui m'avait fait venir. Et Jacques Lang, dans son style inimitable, me disait « Professeur, je voudrais qu'on remette les langues anciennes à la mode. » Le mot « mode », ça, c'était lui. Et donc, je lui ai dit « Mais vous savez, je ne peux m'occuper des langues anciennes que si on fait un grand effort pour le français. Parce que le seul moyen d'accéder à une langue historique riche, comme je l'appelle langue de culture, c'est de posséder une langue. C'est-à-dire, des passerelles n'existent pas si je parle qu'avec 600 mots. Et bien, il me regarde et je dis, prenez l'exemple d'un garçon qui tombe amoureux à 16 ans dans son collège d'une jeune fille. Il n'a pas les mots pour faire les travaux d'approche. C'est-à-dire, il ne peut pas obtenir des satisfactions intermédiaires pour un bon mot, un petit sourire, etc. Et donc, il devient fou furieux. Il attrape la petite par les cheveux et il la viole dans les chiottes du Wahut. J'ai dit ça comme ça. Jacques Lang m'a regardé et m'a dit « On m'a encore jamais parlé comme ça de la violence dans les banlieues. » Dans les banlieues. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelque chose d'éminemment politique se joue autour de l'enseignement de la langue de culture qui est notre plus précieux héritage. Et ce n'est qu'une fois qu'on a une langue de culture, qu'on peut aller vers les autres langues et découvrir à quel point la langue qu'on a est encore à conquérir. Puisqu'on l'a sans vraiment l'avoir, et en passant par une autre langue, on découvre soudain tous les trésors cachés de sa propre langue. Et c'est là que la traduction est de certaine manière un guide extraordinaire. Et ce n'est pas la version ni le thème avec le corrigé qui préexiste. C'est une élaboration qui est chaque fois différente et qu'il faut malheureusement juger avec un effort qui coûte du temps. Donc, si vous avez le corrigé avant, vous pouvez noter les élèves équitablement sans avoir vraiment regardé ce qu'ils font. C'est un vaste sujet, je ne veux pas être trop
non. Martin Rueff, une dernière réaction peut-être sur ce sujet? Oui, non, je pensais que le garçon dans la cour d'école, c'est sûr qu'aussi avec Where is the Kitchen, il n'allait pas très loin. Hein. Alors, s'il lui répète tout le temps ça, oui. Non, je crois que le point que Heinz a permis de fixer, c'est quand même l'idée que il y a une véritable difficulté, c'est évident, de l'enseignement des langues anciennes dans la culture contemporaine. Heinz y travaille beaucoup, Barbara y travaille beaucoup. C'est une difficulté dont il me semble qu'on ne peut pas parler décemment si on ne parle pas du statut de la culture et de la langue à l'école aujourd'hui. Là, on prend un point et puis on se focalise là-dessus. D'ailleurs, on ne se focalise sur l'école qu'à l'occasion des réformes. C'est Milner qui disait ça, il a raison. Hein. Et on ne pense pas au travail quotidien que font les profs de grec, etc. Bon. Donc je trouve que, si vous voulez, c'est une manière catastrophiquement française de penser l'école que de la penser toujours sur le chef de la réforme et de ce qu'il faudrait changer, comme si en plus il fallait changer tous les ans. Heureusement que ce n'est pas comme ça avec les horaires des trains, parce que sinon on n'irait nulle part. Alors, ce qui caractérise l'enseignement du grec, du latin, de l'allemand, de l'anglais n'est pas très différent de ce qui caractérise l'enseignement du français. Ça prend du temps, ça nécessite une attention, une éducation à la sensibilité des choses de la langue, ça nécessite une patience, et il est vrai que tous les outils contemporains qu'on a et qui pourraient servir à ça sont retournés contre cet enseignement-là. Donc il y a un paradoxe, mais l'existence de cette exposition, l'existence de ce débat, etc., prouve que c'est évidemment, il y a des tas de manières de se sortir de ça, de penser ça ensemble, etc., en pensant la langue comme un enjeu de vie, un enjeu politique, dont la littérature, la poésie, est un lieu d'élaboration, de conflit et d'attention sensible à ce qui se joue dans les langues. Qu'est-ce que c'est la poésie? Qu'est-ce que c'est l'attention sensible à ce que la langue découvre de nos vies. C'est pas... Voilà. Et donc, chaque fois qu'on parle de ça, il faut revenir à ce que fait la langue des sujets. Heinz avait commencé comme ça. Qu'est-ce qu'une langue fait d'un sujet? Et donc, si on apprend... Notre thèse, elle peut paraître brutale, c'est que si on apprend moins bien les langues anciennes, si on apprend moins bien les langues, et ben on aura des sujets tout simplement moins intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à retenir, penser entre les langues, mais d'abord penser les langues. On va passer maintenant aux questions du public. Si certains ont des questions, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. S'il vous plaît, on vous demande des questions assez brèves et assez concises. Le but, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent discuter avec nos deux intervenants. Oui. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire publiquement ce que j'ai dit en aparté à Madame Cassin, que j'ai trouvé cette exposition géniale, fascinante, passionnante, d'une richesse inouïe. En plus, vous invitez des gens qui sont vraiment très intéressants. Il y a eu un débat remarquable. Ma question donc va être brève. Je m'adresse à Monsieur Rueff. En étant allé plusieurs fois à cette exposition, j'ai constaté qu'il y avait un poète qui illustrait incroyablement cette exposition. C'est le poète Arthur Rimbaud, qui a dit dans sa saison en enfer, je réservais la traduction. Et là aussi, quand il était en Europe, traduit. D'abord, c'était un virtuose du latin, il ne faut pas l'oublier. Sans le latin, il n'y aurait pas eu Rimbaud. Ça, il faut quand même le savoir. Et ensuite, il traduisait des mots anglais, il traduisait des mots allemands, il traduisait des mots espagnols quand il était en Europe. Et après, quand il est parti, qu'il a abandonné la poésie, alors il est devenu polyglotte. Quelle est votre question, monsieur, s'il vous plaît? Alors, ma question est la suivante. Excusez-moi d'avoir été trop long. Monsieur Rueff, est-ce que vous pensez, comme moi, que Rimbaud illustre tout à fait cette exposition?
Écoutez, oui, c'est-à-dire vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur la question, c'est-à-dire que on a, et là c'est une question qui s'adresse aussi à Barbara, hein, c'est-à-dire Barbara s'est demandé un petit peu quels étaient les nœuds dans l'histoire de la poésie qui pouvaient illustrer au mieux ce que vous expliquez, c'est-à-dire le fait que les poètes qu'on considère souvent comme les bergers d'une langue sont, pour la plupart, hein, pas tous, mais pour une grande part, et surtout beaucoup de poètes de la modernité, des poètes traducteurs, justement. Et on s'est concentré sur la séquence Poe, Baudelaire, Mallarmé, Artaud, mais de fait, Rimbaud aurait eu sa place de manière exemplaire. Des poètes latins, Dante, hein, on a beaucoup travaillé sur Dante aussi, mais vous avez tout à fait raison. Rimbaud, c'est un des départs de la modernité qui illustre le mieux que la traduction est un enjeu fondamental. Et j'ai bien aimé votre remarque sur le latin de Rimbaud. Hein, parce que justement, si on prend la remarque d'Heinz tout à l'heure, hein, qui disait une langue, c'est la manière dont se subjective, en fait, dont les parcours que fait la langue en soi donnent une forme au sujet qu'on va devenir. Évidemment, le Rimbaud de la révolte, le Rimbaud du départ, le Rimbaud du point levé, le Rimbaud n'aurait jamais été le poète qu'il a été sans avoir intériorisé le jeu des langues dans le latin. Et ce que vous dites là de Rimbaud, on peut le dire de Mallarmé, j'ai essayé de le dire dans le catalogue, pour l'anglais. La poésie de Mallarmé, le vers de Mallarmé, et on le lui a dit comme un reproche, mais on peut le dire comme une louange, c'est du français traduit en français. Donc, ce rapport du même à l'autre dans la langue, ben oui, Rimbaud est un phare avec PH. Question suivante. J'aimerais vous reposer les questions que les lycéens vous ont posées, ou au moins en partie. Ils étaient très déçus de ne pas... Enfin, plus que déçus, assez révoltés de ne pas avoir la possibilité à l'école d'apprendre leurs langues, qui sont des langues extra-européennes. Et ils voulaient vraiment vous poser la question de la hiérarchie entre les langues et de la langue comme outil de distinction sociale. Est-ce que c'est à l'œuvre à l'école et qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, est-ce que ce qui est à l'œuvre à l'école, c'est le fait que l'apprentissage du français soit un instrument de discrimination sociale, ou est-ce qu'à l'école, on apprend des langues extra-européennes? Les deux successivement. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on ne puisse pas apprendre de langue extra-européenne à l'école en France, ou en tous les cas les valoriser en passant les examens, qui sont des langues qu'ils parlent tous les jours, qu'ils ne savent pas écrire et qu'ils aimeraient bien apprendre à écrire, par exemple, c'est quelque chose qui est discriminant. Et est-ce que, par ailleurs, l'apprentissage des langues est discriminant en France? C'est-à-dire que selon la langue qu'on choisit, on choisit la bonne langue, une langue difficile ou une langue facile, parce qu'on va être dans une mauvaise classe ou dans une bonne classe. Si vous voulez, cette question, vous l'admettrez, c'est une question de philosophie politique de l'enseignement, hein, de sociologie politique de l'enseignement. On a tous, Heinz le rappelait, le souvenir, et c'est sans doute votre cas aussi, de l'idée qu'au lycée, il y avait les langues des bonnes classes, hein, quand il y avait les sections, 6e A, il fallait prendre l'allemand, etc. Donc oui, ça c'est un fait. Les langues et l'allemand a longtemps servi à discriminer les bons élèves, pas d'ailleurs pour des raisons arbitraires, hein, c'est-à-dire de même qu'à un moment on a considéré que c'était le latin, et puis à d'autres moments on a considéré que c'était l'allemand, et puis après, grâce à un président qui est un peu sorti des mémoires, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, ça a été les mathématiques, etc. Donc si vous voulez, oui, on discrimine les élèves par des matières qu'on élit justement, en effet, comme des matières qui serviraient de critères. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, la question de savoir comment sont enseignées les langues extra-européennes dans les écoles françaises, moi je n'ai pas d'avis empirique sur la question, parce qu'en fait je ne sais pas très bien quel est l'étiage des langues apprises, donc je ferai une réponse vraiment complètement parachutée, si vous voulez. En revanche, la question, je crois, qui est une question de fond et qui alors là dépasse la connaissance empirique de ces problématiques, hein, c'est de savoir qu'est-ce qui est vécu par ces élèves subjectivement comme un traumatisme discriminant.
Et si la question qui n'avait pas l'air d'aller dans ce sens d'ailleurs, hein, puisqu'elle était d'ailleurs c'est une question pour toi, je ne vois pas pourquoi je réponds, hein, sur le comorien là. Je reste planqué là. Si la question c'est est-ce que l'apprentissage du français dans ces classes-là est vécu comme une violence parce qu'à la maison on parle le comorien, alors là ça pose un tout autre problème. Hein. C'était pas tout à fait ça. C'était est-ce que l'apprentissage obligatoire de l'anglais et d'une autre langue européenne, alors que par exemple on parle arabe et berbère chez soi, c'était pas l'apprentissage du français, c'était le fait de ne pas pouvoir apprendre l'arabe, apprendre à écrire l'arabe de façon correcte. Par exemple, ou le berbère, ou effectivement les langues comoriennes, ou l'arménien. Je crois que vous avez devant vous, et dans cette salle, des gens qui sont convaincus que plus on apprendra de langues à l'école et qu'on les apprendra bien, mieux ce sera. C'est évident. Mais là aussi, voilà, on ne peut pas se poser ce problème sans rentrer dans des questions d'économie politique. Hein. Apprendre des langues, ça coûte cher. Les apprendre à l'école, ça coûte cher parce que former un bon linguiste, ça prend beaucoup de temps et les agrègues de langue sont difficiles. Et donc, si ce que vous dites est l'avant-propos d'une lettre ouverte dans Le Monde demain, d'une lettre adressée au ministre de l'Éducation, former plus de linguistes, etc., alors là, je la signe ce soir, la lettre, ce soir. Je vais dire quelque chose aussi, parce que c'est tellement important comme question qu'on ne peut pas rester planqué. Vous vous souvenez qu'au printemps dernier, le roi du Maroc a révoqué les mesures prises au moment de la décolonisation, c'est-à-dire il a réintroduit le français obligatoire dès le primaire. Et j'ai assisté, parce que j'ai participé à ce processus, il s'était aperçu au Maroc, mais ils le savent ailleurs, que l'arabisation telle qu'elle avait été menée avait conduit, au contraire de ce qui pouvait être espéré, à la répression des langues régionales comme le berbère, etc. Et cet arabe créé de toutes pièces n'était aucun arabe repérable historiquement, puisque c'était une langue intermédiaire comme l'anglais international. Et dans une telle langue, on ne peut pas éduquer. Et donc il y a un échec patent qui est avoué par tous ceux qui étaient en charge de cette opération. Ça a coûté un argent fou. Et finalement, ces enfants sortaient de l'école, parlaient leur langue, de la famille, de la tribu, etc. Et ils ne pouvaient rien faire de la langue qu'on les avait obligés de parler à l'école. Alors là, disait le roi, autant garder le français, c'est le fameux butin de guerre que sont les langues du colonisateur, et on va en faire quelque chose pour nous. Parce qu'une langue, on peut se l'approprier, elle n'appartient pas à celui qui prétend être, en vertu d'une sorte d'identification avec sa langue, son propriétaire. Celui qui parle une langue, celui qui aime une langue, qui visite une langue, eh bien, il est tout autant propriétaire que celui qui a choisi cette langue pour définir son identité inaltérable. Donc moi, je soutenais à fond cette opération de démystification qu'a menée le roi du Maroc. Et donc, je dirais qu'en France, on a la grande chance d'apprendre le français quand on est comorien, à condition que les Français se soucient réellement de leur langue et l'enseignent réellement. Parce que le problème, c'est ça ma réponse à Jacques Lang, une autre langue ne peut être située de manière prometteuse par rapport à ce qu'on veut faire d'une langue que si on possède une langue à fond. Alors, la discrimination beaucoup plus grave qui existe en France, c'est qu'on enseigne de moins en moins le français historique et que les mômes n'arrivent pas à lire Balzac parce que pour eux c'est déjà presque une langue étrangère. Si on fait du français une langue de la pure présence télévisuelle d'un discours réduit, comme c'est le cas, à ce qui est dénotatif, eh bien, cette langue ne permettra plus à des individus de s'épanouir. Et du coup, on peut très bien la remplacer par n'importe quelle autre langue. Et là, il y a une espèce de truc pervers, parce que les langues autres que la langue du cru, le français, qu'on voudrait quand même préserver et qui le méritent, peuvent être utilisées comme un cheval de Troie
qui permet de détruire le grand acquis qui, finalement, est promis à tous. Il suffit de l'enseigner réellement, avec les moyens nécessaires. Parce que ce n'est pas vrai que c'est parce que je suis germanophone d'origine, je me suis jamais senti discriminé en français. J'avais simplement à cœur de faire de mon mieux pour parler correctement cette langue que j'aimais. Et c'est ça la promesse. Et donc l'éducation devrait jouer plutôt là-dessus que sur des satisfactions catégorielles. C'est un peu mon sentiment. L'exemple de la décolonisation et de l'arabisation est un exemple absolument parlant. Les Grecs, quand ils ont eu leur indépendance au XIXe siècle, ils parlaient une langue truffée de mots turcs. Le dimotiki était une langue qui n'avait aucune tenue, parce qu'aucun auteur n'avait jamais utilisé cette langue pour faire une œuvre. Et du coup, l'autorité politique de l'époque a créé de toutes pièces une langue grecque artificielle avec une académie, sur le modèle de l'académie française, la katharios, la langue pure. Et c'est une langue que personne ne parlait. Les gens parlaient dimotiki à la maison, et puis il y avait les Grecs anciens quand on lisait Homère. Et entre les deux, il y avait cette langue académique artificielle utilisée pendant des décennies à l'école. Et c'est seulement quand de grands écrivains comme Séféris ou Kazantzakis qui se sont emparés du dimotiki et ont anobli cette langue qui était une langue de serfs, puisque les Turcs avaient dominé la Grèce pendant des siècles. Eh bien, ils ont anobli la langue en faisant œuvre avec les moyens de cette langue qui devenait soudain historique par rapport à elle-même. Elle développait une forme de profondeur et actuellement, le grec est une langue de culture comme une autre. Et on a abandonné cette fiction tout à fait néfaste d'une langue d'éprouvette, fabriquée artificiellement. C'est une langue qui résulte d'une sorte de chimie maîtrisée par des gens qui savent manipuler les mots. Et ça, c'est toujours une perdition. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, la dernière question qu'on va prendre Il y en a une là et il y en a une... Les deux dernières questions, rapidement. En fait, je voudrais juste rappeler la dernière question en fait, qui est complètement passée sous silence en fait, de l'élève qui a parlé du fait de traduire aussi entre différentes langues sociales, en fait, entre différents milieux sociaux. J'ai l'impression que c'est un peu passé sous silence. Et notamment, enfin, ça a été évoqué par vous, monsieur Martin Dueff. À un moment, vous avez dit que ce n'est pas en réformant une langue qu'on va abolir les inégalités sociales, certes. Mais est-ce que, moi, la manière dont j'ai compris cette question, c'était quand même de rappeler que les langues ne sont pas simplement l'expression des inégalités, mais qu'elles agissent aussi pour la distinction entre classes sociales, en fait. Et voilà, je voudrais juste rappeler la question pour qu'elle ne passe pas inaperçue, parce que je la trouvais importante. Elle est très importante. C'est une question qui mobilise, comme vous le savez, beaucoup d'efforts. Hein. On peut renvoyer au livre de Bourdieu qui s'appelait « Ce que parler veut dire », hein, qui montre que, avec une analyse très raffinée, hein, et aussi dans la distinction, il montre hein, les effets de surcorrection, par exemple, hein, des dominés, ce qu'il appelle les dominés dans les cas d'expression. Donc vous avez tout à fait raison. Et je pense que ni Heinz ni moi, nous ne refuserions ces diagnostics. La question de savoir, si vous voulez, comment lutter contre ça, c'est une question qui est très lourde, hein, et qui est très difficile à manier, parce que, comme on disait, elle implique à la fois des questions philosophiques sur ce qu'est une langue, et puis des questions matérielles sur comment on les enseigne. Je crois que une manière, peut-être un biais pour rentrer dans ces questions, hein, c'est la question de l'appropriation de la langue comme système d'adresse. Quand on a une langue, quand on aime une langue, quand on se déplace dans une langue, et c'est ce que les écrivains, les philosophes essaient de faire, hein, on essaie d'adresser la langue à quelqu'un. C'est le miracle du poème. Quand le poème marche, le poème il est adressé généralement à une personne, hein, bon. Mais il arrive à dépasser cette adresse pour s'adresser au lecteur. Et en fait, il me semble que
si on arrive à enseigner les langues en les transformant en système d'adresse, de reprise et d'adresse, cette question-là devient beaucoup moins douloureuse. Parce qu'on apprend aux gens à se dire, c'est ta langue, tu peux dans cette langue, d'accord ? C'est pas cuculapraline, hein, ce que je vous dis. C'est pas cuculapraline, ce que je vous dis. Hein. C'est une manière d'insister sur l'idée qu'on peut s'emparer de la langue. Alors ensuite, quand vous dites les langues comme système de discrimination sociale, est-ce qu'on peut politiquement lutter contre ça ? Alors moi, je m'étais intéressé, c'est un peu différent, mais vous allez comprendre en quoi ça se rapproche aux questions, hein, qui je trouve très très importantes, hein, de discrimination sexuelle dans la langue. D'accord ? Parce qu'il y a eu tout un mouvement du féminisme, hein, dans les années 70 qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, j'avais fait un texte sur l'histoire des réflexions féministes sur cette question. Comment lutter contre le machisme dans la langue ? Donc, comme vous le savez, hein, il y a eu plusieurs étapes dans ces questions. Hein. Il y a par exemple la question qui paraît évidente, hein, de ce que moi j'appelais la question des titres. Avocat, avocate, professeur, professeur. Question que beaucoup de langues, l'allemand et l'italien avaient résolu déjà. Hein. En italien, on dit la professoressa Barbara Cassin. En France, on a hésité très très longtemps, et d'ailleurs chez nos collègues, c'est pas du tout réglé, hein, entre Madame le professeur Barbara Cassin, puisque c'est un titre, donc on le masculinise, ou Madame la professeure sans E, ou Madame la professeure avec un E. Mais cette question, elle évidemment, elle est vite, d'une certaine manière, elle est vite réglée. Il y a des questions beaucoup plus lourdes, hein, qui sont les questions qui tiennent au neutre dans la langue. Hein. La question, bon. Et donc, si vous voulez, ce qui est sûr, mais ça c'est sûr, c'est que on ne lutte pas contre les discriminations de genre ou contre les discriminations sociales en essayant de tordre la langue à des usages contre lesquels son histoire et sa matière résistent. Parce que les langues sont des systèmes évolutifs, donc comme je le disais contre ce monsieur, mais je pense qu'avec un nom comme ça, on ne pouvait que faire une réforme de la langue. Tout bon. Comment tu t'appelles tout bon ? Évidemment, tu veux réformer la langue. Les réformes, si vous voulez, hein, ne touchent pas à l'histoire de la langue. Et aucune réforme récente n'y réussit. Aucune. Donc, si on veut lutter contre les discriminations que certains locuteurs ressentent dans leur apprentissage de la langue, il faut leur donner, avec beaucoup de fermeté, plus d'instruments pour apprendre plus de langues et plus de la langue qui est la leur. C'est ce que disait Heinz tout à l'heure. Hein. Et n'oubliez pas que la littérature fait ça tout le temps. Pensez à un écrivain comme Beckett, qui est un des écrivains les plus cultivés du XXe siècle. Beckett, hein, c'est un lecteur de Milton, etc. Il essaie d'inventer une littérature dans laquelle, justement, la discrimination des clodos, des gens qui voyaient souffrir, hein, il dit, si je n'arrive pas à faire la littérature avec ça, j'arrête. C'est ce qu'il dit, Beckett. Ben, ça, il me semble que c'est des entreprises qui montrent que ce n'est pas par les réformes qu'on s'en sort. Ce n'est pas par les réformes. Ou alors, c'est des réformes qui ont une ampleur qu'aucun gouvernement ne voudrait prendre. Aucun. Parce que ça veut dire changer les systèmes culturels, etc. Donc, loin de nous de penser que la question de ce garçon, qui était d'ailleurs très fortement posée, hein, parce qu'il disait tu es capable de parler 3 langues, mais est-ce que tu es capable de parler avec des gens qui ne sont pas de ta classe sociale ? Cette question, elle est évidemment centrale. Et elle passe par des systèmes d'adresse, me semble-t-il. On va prendre la dernière question. Oui, c'est 2 anecdotes en fait. Une pour répondre à monsieur à propos de l'arabe. Quand j'ai, il y a fort longtemps, essayé d'apprendre cette langue à Languedoc, Paris, on distinguait l'arabe classique. Ensuite, on entrait dans l'arabe dialectal. On faisait un choix entre le maghrébin ou bien l'oriental. Et il y avait ce qu'on appelait l'arabe moderne, qui était la langue de la radio et de la télé. Bien. La deuxième anecdote, c'est que dans les années 75, il y a eu, dans l'éducation nationale en France, des essais, des expérimentations de mettre en première langue dans des banlieues. Je pense à la région de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, on en a ensuite entendu parler il n'y a pas très longtemps, qui a une forte population immigrée, comme on dit. Je ne sais pas pendant combien de générations est-ce qu'on est immigré. Et
expérience, en 6e, les élèves qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire, au lieu d'apprendre une première langue anglaise ou allemande, allaient apprendre l'arabe. Et ça a marché du feu de Dieu, mais alors ces élèves étaient bons dans toutes les matières, tout d'un coup. Étonnant, ils étaient brillants en maths, ils étaient brillants, ils s'accaparaient l'arabe classique et le français et tout. Bon, l'expérience s'est arrêtée au bout de 2 ans parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Et au point même, ça coûte tellement cher qu'on a même supprimé la grecque d'arabe il y a, je sais pas, quelques années. Question, les gens qui avaient envie peut-être de se relier à leurs origines ou autres, où sont-ils allés pour apprendre l'arabe? Eh bien, chez des gens qui leur ont ouvert grand les bras dans les mosquées. Aujourd'hui, je veux dire, ça met du temps, 75 jusqu'à aujourd'hui, et c'est une réflexion a-t-elle été menée? Dans votre question, vous avez utilisé une formule française absolument magnifique. Hein, votre remarque nous a touchés. Enfin, bon, elle est magnifique. Hein. Vous avez employé une formule française qui, dans ce contexte, est quand même extraordinaire. Vous avez dit ça marchait du feu de Dieu. Alors, je trouve que c'est quand même... Là, vous avez été appelé par la formule pour la suite de votre exposé. Bien, merci à tous. Heinz Wiesmann, Martin Rueff, merci pour vos réponses. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Bravo à vous.